Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel en cybersécurité, mais qui reste souvent un peu dans l'ombre. Le rapport de test d'intrusion. On s'appuie sur un document qui traite justement de la création et la diffusion des rapports de test d'intrusion. Oui, c'est un sujet fondamental. Imaginez un peu, on simule une attaque, on trouve des failles critiques, c'est bien, mais si l'info ne passe pas, si elle n'est pas bien comprise, ça sert à quoi au fond? Exactement, Ce rapport, c'est un peu le pont-non entre la technique et l'action. c'est tout à fait ça. C'est le lien indispensable entre les découvertes, souvent très techniques, et puis les décisions concrètes que l'entreprise va prendre pour améliorer sa sécurité. L'objectif, donc, c'est de décortiquer ce qui fait un rapport efficace, et puis aussi comment on le partage en toute sécurité. C'est pas juste un papier, hein, c'est un vrai outil pour décider. Bon, alors, on y va. On regarde ça de plus près. Allons-y. Ce rapport, il doit être clair, il doit être précis, et surtout adapté à qui va le lire. C'est ça le défi. Alors commençons par le pourquoi. Pourquoi se donner tout ce mal? Quels sont les bénéfices concrets pour une boîte d'avoir un bon rapport de pentest? Les bénéfices sont multiples en fait. Déjà, ça permet à l'entreprise de comprendre où elle en est vraiment niveau sécurité. Sa posture de sécurité, comme on dit. Sa préparation face aux menaces, en gros. Voilà. Mais ça va plus loin. C'est un guide pour renforcer les défenses, pour protéger les données sensibles. C'est crucial, ça. Hmm. Et puis, il y a l'aspect conformité, hein. Ça aide à répondre aux exigences réglementaires, type RGPD ou autres. Pas négligeable ça, effectivement. Non. Et ça peut aussi aider à créer une meilleure culture de la sécurité en interne. Plus de transparence, plus de vigilance. D'accord. Un point qui revient souvent dans la source, c'est l'adaptation du message. On n'écrit pas la même chose pour tout le monde. Qui sont les lecteurs types alors? Tout à fait. C'est un point clé. On peut dire qu'il y a principalement trois grands groupes. Ah oui. D'abord, les cadres supérieurs, la direction. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une synthèse. Claire, nette, axée sur les risques pour le business, les implications financières, stratégiques. Sans jargon technique? Surtout pas, faut que ce soit digeste. Ensuite, deuxième groupe, les équipes techniques. Les développeurs, les admin 6. Eux, c'est l'inverse. Ils veulent les détails. Exactement. Eux, ils ont besoin de savoir précisément comment. Quelle faille, comment on l'a trouvée, comment on l'exploitait, et surtout, très concrètement, comment on la corrige, les étapes à suivre. Logique. Et enfin, il y a un troisième groupe, les tiers. Ça peut être des partenaires, des clients importants, parfois des auditeurs externes. Et eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent surtout à être rassurés. Ils veulent une preuve que l'organisation prend la sécurité au sérieux, qu'elle fait ce qu'il faut, une sorte de gage de confiance. Très clair. Bon, alors, comment on organise tout ça dans un seul document? La source parle de 5 sections principales, plus une annexe. On peut les passer en revue? Oui, bien sûr. C'est une structure assez classique et efficace. On commence par le fameux résumé exécutif. La source insiste, c'est la partie la plus lue, surtout par les non-techniciens. Et, détail intéressant, elle dit qu'il faut l'écrire en dernier. Ça paraît bizarre, non? Mais ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est en fait très logique. Ah bon? Pourquoi? Parce que pour pouvoir résumer efficacement l'ensemble, il faut d'abord avoir fait toute l'analyse, avoir toutes les conclusions, toutes les recommandations. C'est seulement à la fin qu'on a la vue d'ensemble nécessaire pour extraire l'essentiel, le message clé pour les décideurs. D'accord, vu comme ça. L'accent est mis sur l'impact métier, l'impact business des failles. On évite la technique pure et dure. Et ça doit être court. Une page, deux pages, grand maximum. Ok. Ensuite, la section méthodologie et portée. Là, on explique le comment et le quoi, c'est ça? Les tests menés, les outils. C'est ça. Là, on vise plutôt les techniciens. On détaille l'approche, test en boîte noire, grise, blanche, quels outils on a utilisés, quelles techniques spécifiques. Pour qu'un autre expert puisse comprendre la démarche. Exactement. Potentiellement même reproduire certains tests si besoin. Mais attention, il faut rester synthétique dans le corps du rapport. Ah oui! Oui, pas question de noyer le lecteur sous des pages et des pages de logs bruts ou de lignes de code. Ça, c'est typiquement le genre d'infos très détaillées qui vont, En annexe. voilà, en annexe. Pour garder le rapport principal lisible, même pour quelqu'un qui n'est pas un expert pointu. C'est un équilibre à trouver. D'accord. Section suivante, et pas des moindres. Les résultats. Le cœur du réacteur, là où on liste les vulnérabilités trouvées. Absolument. C'est là qu'on expose les découvertes. La source recommande de les organiser logiquement, par exemple par niveau de criticité, de la plus grave à la moins grave. Oui, c'est une bonne pratique. Ça permet de voir tout de suite où sont les urgences.
Et pour chaque faille, il faut être très clair. C'est-à-dire? Décrire la vulnérabilité elle-même, bien sûr, expliquer son impact potentiel. Qu'est-ce qui pourrait arriver si un attaquant l'exploite? Vol de données, prise de contrôle, déni de service, Concrètement. voilà. Et puis, décrire comment on a réussi à l'exploiter, les étapes précises, et surtout, fournir les preuves, Les preuves, oui. Capture d'écran, log. indispensables pour la crédibilité. Sans preuves tangibles, le rapport perd beaucoup de sa force. Comment convaincre de corriger si on ne montre pas clairement le problème? C'est sûr. Bon, on a les failles, on a les preuves, et après, on fait quoi? C'est la section recommandations, j'imagine. Exactement. On passe du constat à l'action. C'est crucial. La source parle beaucoup de priorisation, ici aussi. Oui, c'est logique. Chaque faille listée dans les résultats doit avoir en face une ou plusieurs recommandations pour la corriger. Et des recommandations réalistes, j'imagine. Ah oui, précises et réalisables par les équipes techniques, pas des trucs vagues. Et en mettant en avant les actions pour les failles les plus critiques, on aide l'organisation à savoir par où commencer, à allouer ses ressources efficacement. C'est vraiment un guide pour la remédiation. D'accord. Ensuite, une section conclusion. Pour résumer l'essentiel, Oui, c'est une synthèse finale. On récapitule rapidement les points clés, on rappelle l'importance des découvertes et des recommandations principales, on insiste peut-être sur l'état général de la sécurité et la nécessité d'agir. C'est une façon de boucler la boucle. et pour finir, la fameuse annexe. Le fourre-tout technique. On peut dire ça, mais c'est un fourre-tout très utile. Ah oui. C'est là qu'on va mettre toute la documentation technique détaillée qui alourdirait trop le corps principal du rapport. Les logs complets, les scripts spécifiques qu'on a pu utiliser, les résultats bruts de certains outils de scan. Tout ce qui peut servir aux équipes techniques pour comprendre en profondeur et pour corriger. C'est exactement ça. Ça permet d'avoir un rapport principal accessible, tout en donnant accès à la matière brute pour ceux qui en ont besoin. C'est malin. Bon, on a la structure. Mais un point super important est soulevé. La gestion de ces rapports. Ils contiennent des infos ultra sensibles. Comment on les manipule, comment on les diffuse. Alors là, oui, c'est un point critique. La prudence doit être maximale. Ce rapport, c'est une mine d'or pour un attaquant. Donc, Donc, pour la transmission, pour le stockage, chiffrement systématique. obligatoire. Et si on a des versions papier, Si jamais il y en a, elles doivent être conservées sous clé dans un endroit sécurisé. Et leur nombre doit être limité et tracé. et une fois qu'on n'en a plus besoin, Destruction sécurisée. Broyage pour le papier, effacement sécurisé pour le numérique. Il ne faut laisser aucune trace exploitable. D'ailleurs, la durée de conservation de ce rapport, ça doit être défini dès le début dans le contrat de prestation. ah oui, c'est prévu à l'avance. Oui, et une fois ce délai passé, suppression sécurisée est confirmée. Le risque d'une fuite est tout simplement trop élevé. Logique. Et le processus ne s'arrête pas à la livraison du document, si j'ai bien compris. Il y a une étape de validation. Tout à fait. C'est une étape formelle importante, l'acceptation du rapport par le client. Comment ça se passe en général, Sam? Souvent, il y a une réunion de restitution. L'équipe qui a réalisé le test d'intrusion présente les résultats clés aux responsables côté client, aussi bien les managers que les équipes techniques. Pour s'assurer que tout est bien compris. C'est ça. C'est l'occasion de répondre aux questions, de clarifier certains points, de discuter des recommandations. Et à l'issue, le client signe généralement un document confirmant qu'il a bien reçu le rapport, qu'il en a compris les conclusions. Ça clôture formellement la mission. Ça boucle bien le processus. Donc, si on résume, on a vu l'importance stratégique de ce rapport, bien au-delà d'un simple compte-rendu technique. Oui, c'est un outil d'aide à la décision. L'importance cruciale de l'adapter à différents lecteurs, des dirigeants aux techniciens, Absolument. Le message doit être ciblé. sa structure type, avec le résumé exécutif en star, les résultats prouvés, les recommandations actionnables, Une structure logique pour guider l'action. et enfin les précautions indispensables pour manier et diffuser ces informations hautement sensibles. La sécurité avant tout à ce niveau-là. Au fond, tout l'art, c'est de réussir à traduire des découvertes techniques, parfois très complexes, en informations claires, compréhensibles et surtout utiles pour que l'entreprise agisse. Exactement. Un rapport de test intrusion bien fait, ce n'est pas juste un constat, c'est un catalyseur. Il permet à l'organisation non seulement de voir ses faiblesses, mais surtout de savoir comment agir, de façon priorisée, pour améliorer concrètement sa sécurité. C'est un outil de dialogue interne et de progrès. Et pour terminer, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. On a beaucoup parlé de communication structurée, adaptée, basée sur des preuves dans le contexte très spécifique de la cybersécurité. Mhm.
est-ce que ces principes, ces leçons apprises pour rédiger un bon rapport de test d'intrusion ne pourraient pas en fait s'appliquer plus largement dans d'autres domaines où il faut faire passer des informations techniques ou complexes à des publics variés? Je pense à la recherche, à la finance, à l'ingénierie, partout où le technique doit parler au décisionnel finalement. C'est une excellente question. Ça laisse matière à réfléchir, en effet.